Mission scientifique aux Galapagos pour la ferme aux crocodiles de Pierre Latte dans la Drôme, qui a décidé, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin, d'envoyer une équipe dans l'archipel. 2 vétérinaires, un paléo-herpétologue, un botaniste, mais aussi une équipe de télévision et un photographe sont partis sur les traces d'un des pères de l'évolution. L'archipel des Galapagos est constitué d'une quinzaine d'îles volcaniques où sont concentrées des espèces animales et végétales uniques au monde. Isabella, la plus grande île des Galapagos, connaît une activité volcanique importante. La dernière éruption du volcan Sierra Negra remonte à 4 ans. Dès son arrivée à Isabella, l'équipe scientifique s'est transportée sur le site des volcans pour essayer de mieux comprendre l'histoire de cet archipel volcanique. Dans le parc des volcans, la réglementation est stricte. Pas de véhicule à moteur, c'est à pied ou à cheval que l'on rejoint le site. On est au cœur de l'île Isabella. Et c'est là, dans cet immense cratère qu'on appelle une caldeira, que l'île en fait se forme. C'est vraiment le cœur volcanique de cette île, qui correspond à un archipel. C'est un paysage magnifique. Elle a quelle dimension cette caldeira? Alors à peu près 10 km, effectivement, c'est très tellurique comme on dit, comme paysage. C'est de la lave solidifiée, on est vraiment là au niveau d'un cratère volcanique, d'une caldeira, donc un effondrement en fait de la chambre magmatique, où remonte toute la lave qui forme en fait toutes les îles de l'archipel qui n'ont jamais été reliées au continent. Il y a des espèces endémiques et il y a des genres endémiques. Et parmi les genres endémiques, eh bien, il y a celui-ci qui appartient à la famille de la pâquerette, donc la famille des astéracées, et qui a été dédié à Charles Darwin, qui s'appelle Darwiniotamnus. Et en fait, les cactus, on pense toujours que ça vit dans les déserts du Mexique, mais il existe des cactus jusqu'au Canada et jusqu'en terre de feu. Donc des cactus sont capables de vivre sur des montagnes à 3000-4000 mètres d'altitude. Dans ce paysage lunaire, comment imaginer la vie animale et végétale? Et c'est sans doute ce qui a intrigué le naturaliste lors de son passage dans l'archipel des Galapagos. C'est un petit peu le paysage originel qu'avait d'ailleurs souligné Darwin dans Voyage d'un naturaliste autour du monde. Le petit effondrement qui est là nous permet de voir des couches de lave qui correspondent effectivement aux différentes phases de refroidissement du cœur de la lave qui est fluide jusqu'à la périphérie. En tout cas, c'est un paysage magnifique, composé uniquement de minéraux, et c'est une expérience inoubliable que d'être ici. Vous avez vu, c'est impressionnant, on a une cheminée volcanique qui s'est installée dans un cratère secondaire qui est un peu plus grand. C'est vraiment, ça représente encore une fois le milieu originel de la formation géologique des Galapagos. Les Galapagos sont à 1000 km de la côte équatorienne. Le moment où ces volcans émergent, il n'y a aucun végétal. Et en fait, au cours des millions et millions d'années, eh bien, certains végétaux, à peu près 350, ont réussi à traverser ces 1000 km de mer pour coloniser naturellement l'archipel des Galapagos. D'ailleurs, on voit déjà l'installation de fougères dans la cheminée elle-même, alors que ça sent un petit peu le soufre. Eh ben, effectivement, au sein des végétaux, les végétaux qui sont capables de franchir ces 1000 km, il y en a très peu. Donc soit ils le franchissent sous forme de spores, comme les mousses par exemple, ou les fougères, soit sous forme de graines, soit sous forme de fruits. Donc soit c'est fait via les courants marins ou via au moment de tempête ou d'ouragan. Tout ça reste hypothétique. En tout cas, il est clair que ces végétaux ont réussi à franchir ces 1000 km de mer. Géologiquement parlant, c'était hier. Et on voit les différentes couleurs d'altération de la lave qui passent du rouge au jaune, en passant par le gris ou le marron. C'est extraordinaire, c'est vraiment une mosaïque. C'est-à-dire que là, on a le milieu originel et puis on a toutes les étapes comme ça de la colonisation. Et au fur et à mesure des coulées de lave, eh bien, les mosaïques de végétation changent les unes par rapport aux autres. Ces explications semblent évidentes. Pourtant, en 1831, lorsque Charles Darwin, 22 ans, s'embarque à bord du Beagle, il est un jeune naturaliste. À l'époque, il n'y a pas les moyens modernes pour se rendre à l'autre bout du monde, pas ou peu de moyens pour aller explorer les contrées lointaines et encore moins de documents explicitement concrets sur les origines de l'évolution. Alors le jeune Charles, avide de savoir, observe, récolte et collectionne les fossiles, mais aussi les animaux, les plantes. Il arpente les massifs de cet univers apocalyptique. Près de la plus grande des îles, son bateau est à l'ancre, au cœur de cet archipel qui va chez lui tout déclencher. Direction Los Tuneles, à quelques milles à l'est d'Isabella.
La roche volcanique ici a sculpté le décor, à l'instar d'une barrière de corail, protégeant cet aquarium géant. À l'abri de la houle du large et dans ce dédale de voûtes, de corridors et de bassins, poissons, tortues, otaries et autres mammifères marins s'en donnent à cœur joie sous l'œil indifférent des fous et des pélicans. Les palétuviers sont aussi du voyage aux côtés des cactus géants. L'eau est si pure, si limpide. Cette activité qui a duré 700 000 ans a donné naissance à des paysages extraordinaires. Cette côte en fait est couverte de roches volcaniques, comme c'est le cas de l'ensemble de l'archipel. Alors ici, on est au-dessus d'anciennes coulées de lave qui s'épanchent en fait sur tout ce paysage-là. La partie superficielle se solidifie en premier, sèche en premier, et la partie interne, c'est la partie la plus fluide, donc c'est celle qui ne se préserve pas. Donc ça continue à s'écouler en fait et progressivement ça fait un tunnel. Voilà, c'est ça. On attache aux Galapagos le fait que c'est ici que Darwin a découvert sa fameuse théorie, alors que c'est pas complètement vrai, hein, c'est ça. Pendant ce long voyage qui va durer 5 ans, il va avoir ce que Patrick Thor, le spécialiste de Darwin, appelle des soupçons sur ce contexte très, très prenant en fait, de l'époque. Alors ce qui est intéressant de voir aussi ici par rapport à l'orientation générale de ces grands tunnels de lave, c'est qu'ils sont grosso modo orientés est-ouest. Et ça correspondrait aussi également en majorité au niveau de la direction de la plaque tectonique du Pacifique qui se dirige lentement en fait sous l'Amérique du Sud. Voilà, et puis on constate que c'est essentiellement minéral. On demandera à notre collègue botaniste, à Frédéric, tout à l'heure, comment ces milieux qui sont complètement stériles au départ recommencent à se coloniser. En fait, la lave, donc elle contient absolument aucune matière organique. Et donc les premiers végétaux qui vont arriver, des lichens entre autres, via ce qu'on appelle les acides humiques, ils vont décomposer la roche. Ouais. Et en fait former les premiers éléments de matière organique qui vont permettre l'installation d'une deuxième phase de végétaux constitués ici par des genres de petits cypérus, la famille des cyperacées. Donc ça ressemble comme des papyrus mais en minuscules et qui vivent sur les sols. D'accord. À partir de là, chaque année, ils vont produire encore de la matière organique qui va s'accumuler et permettre au bout d'un certain temps, alors on est là sur des échelles de temps considérables, 50 ans, 100 ans, 150 ans parfois, D'accord. qui va permettre l'apparition de végétaux de plus en plus exigeants en termes de matière organique pour arriver au bout de 200 ou 300 ans à la forêt qu'on connaît avec des arbres, des arbustes, etc. Cet environnement colonisé par la vie animale et végétale abrite plus de 700 espèces, à tel point qu'en 1959, le gouvernement équatorien décide d'ériger ce sanctuaire en parc national. Les îles Galapagos sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Quelques années plus tard, les autorités décident d'étendre le périmètre de protection à l'espace marin pour en faire l'une des plus grandes réserves marines au monde qui couvre 8000 km². Cet archipel constitue la partie émergée d'une grande cordillère volcanique. Une initiative unique au monde, à une époque où les observateurs de la planète sont de plus en plus alarmistes sur la prédation de l'homme. Et cette décision est plutôt bien accueillie. Elle conforte les mesures pour essayer d'enrayer la disparition d'innombrables espèces. Un combat qui accrédite les publications de nos scientifiques, pas toujours bien perçues par l'opinion publique. À l'heure où un habitant sur 6 souffre de famine, comment accepter de protéger, voire d'interdire, l'accès à des espaces sauvegardés pour empêcher la disparition d'un écosystème? Au cœur de ces îles enchantées, comme sortie des entrailles de la Terre, du cœur de la planète, l'iguane marin est sûrement celui qui illustre le mieux la préhistoire. Là, on est face à une des espèces les plus emblématiques des Galapagos, c'est l'iguane marin, Ambliorhynchus cristatus, donc qui est un iguanidé, on en voit toutes les caractéristiques. C'est un lézard dont la queue fait à peu près légèrement plus grande que le corps
qui est doté de membres solides avec des grandes griffes. Et cette iguane a une particularité, comme son nom l'indique, c'est qu'il vit vraiment à proximité de la mer. Et d'ailleurs, son régime alimentaire est constitué exclusivement d'algues marines. Une des adaptations au milieu aquatique marin, c'est la possibilité qu'il a d'excréter le sel. On le voit, il a des glandes à sel au niveau du nez qui lui permettent de concentrer le sel et de temps en temps, il les expulse, on les voit éternuer. Et il y a une gerbe d'un liquide blanchâtre qui sort, donc qui correspond à du sel. Ici, on est sous l'équateur, donc il y a un fort ensoleillement et ces roches font office d'accumulateurs thermiques qui peuvent réchauffer les animaux la nuit. Et puis les roches sont de couleur quasi identique à celle des animaux. Et donc probablement que c'est un mimétisme qui permet aux jeunes d'éviter d'être une proie trop facile. Peut-être qu'on est en train d'assister à l'éclosion d'un nid. Je ne serais pas étonné puisque c'est la période à laquelle ils sortent. Hein, et ici c'est une plage qui est réservée, on ne peut malheureusement pas y aller puisque les femelles iguanes enterrent leurs œufs. Et que si on se baladait là-dessus, on risquerait d'écraser certains nids. C'est lors de son séjour aux Galapagos en 1835 que Darwin est tombé nez à nez avec l'iguane marin, qu'il a comparé avec l'iguane terrestre. Et avec cette méthode d'anatomie comparée, il en a déduit qu'ils étaient assez proches. L'un était marin, l'autre terrestre, mais ils présentaient des caractères anatomiques et squelettiques assez semblables. Et là, il a eu un des premiers soupçons au niveau de la création, puisqu'à l'époque, il ne faut pas oublier que toutes les espèces, le contexte social faisait que toutes les espèces étaient créées par Dieu et la notion d'évolution n'existait pas, ou très peu en fait, dans l'inconscient collectif. Darwin a été un des premiers à bousculer les idées reçues et à avoir des soupçons lors de son voyage autour du monde sur le Beagle. Il a donc comparé en fait ces iguanes et il s'est dit si c'est une créature donc, créée par un être divin, il n'est pas aussi divin que ça puisqu'il manque d'imagination, l'iguane marin étant assez proche encore une fois de l'iguane terrestre. Voilà ce qui s'est passé peut-être il y a environ 370 ou 350 millions d'années lorsque les premiers tétrapodes, les premiers animaux à quatre pattes, sont sortis de l'eau pour donner naissance à tous les groupes modernes qu'on connaît aujourd'hui comme les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères. Alors ici c'est un reptile bien sûr, c'est un iguane actuel, ça n'a rien à voir avec le plus ancien tétrapode connu qui s'appelle Ichthyostega. Mais il donne une image assez analogue ou assez fidèle sur certains comportements que l'on peut déduire d'après l'analyse des fossiles. Ces animaux ont traversé les âges hors du temps, c'est du moins l'image qu'ils dégagent. Est-ce l'isolement lié au milieu magmatique qui a empêché la symbiose dégradante ou mutante qui aurait dû les faire disparaître? En tout cas, ils sont bien là, dans un état primitif, et semblent défier les logiques de l'évolution des espèces. Direction l'île de Plaza Sur. Là-bas, c'est un autre spectacle qui nous attend. L'accueil est différent. Dame Ottari n'en finit pas d'éduquer sa progéniture dans un ballet aquatique improvisé. Un peu plus loin, au pied des cactus géants, partageant l'espace avec les otaries, d'autres iguanes, terrestres ceux-là, dont la robe est plutôt colorée en période de reproduction. Sur ce rocher, au milieu de l'océan, le parc organise des sentiers d'où il est interdit de s'écarter. L'explication est évidente. La maigre végétation, déjà maltraitée par les locataires de l'île, serait définitivement détruite si le visiteur ne respectait pas la règle. Encore un bel exemple d'organisation. Ah, j'oubliais, pas question de débarquer sur l'île sans être accompagné d'un garde qui veille au respect des règles établies. Alors, au Galapagos, on a deux types d'iguanes, des iguanes qui sont complètement, qu'on appelle les iguanes marins parce qu'ils passent beaucoup de temps à aller se nourrir d'algues et qui vont dans la mer, donc c'est les iguanes très noires.
il y a cet autre groupe d'iguanes terrestres qui sont complètement inféodés à la terre ferme et vivent un peu plus loin des côtes. Dans la phylogénie, les études génétiques ont montré maintenant que c'est à la fois l'iguane terrestre et l'iguane marin ont dérivé de l'iguane vert que l'on connaît, qu'on ne rencontre plus que sur le continent sud-américain. Puis alors c'est quand même un endroit extraordinaire parce que au niveau végétal, il n'y a pas grand-chose. En fait, ce qui est intéressant par rapport à l'iguane terrestre, et on le voit très bien dans ce milieu, c'est qu'il a la faculté de manger les raquettes des cactus et même les fruits. Ouais. Ce qui fait qu'en termes de régénération, dès que les fruits tombent, eh bien, enfin, ils sont consommés par les iguanes. C'est pour ça que dans ce milieu, eh bien, on trouve que des adultes. Et le seul endroit dans lequel les graines de cactus peuvent germer, c'est à l'intérieur des touffes de cette petite herbe, de cette petite plante à feuillage rouge. Et tout le reste, dès qu'une graine tombe dans un espace ouvert, elle est automatiquement mangée par les iguanes terrestres. C'est pour ça qu'il y en a très peu de cactus, que des adultes. Retour au centre d'élevage des tortues géantes, objet principal de notre mission. L'équipe de la ferme est allée à la rencontre des scientifiques du centre Charles Darwin sur l'île. Ici, toute une équipe de chercheurs pluridisciplinaires œuvre à la conservation des espèces. Alors racontez-moi ce que vous faites sur les reptiles ici à la station Charles Darwin. Je suis à la fondation depuis environ 12 ans. Nous avons travaillé sur la surveillance et la réintégration des populations de reptiles dans les îles des Galapagos, aussi bien les iguanes que les tortues terrestres. Et pour les tortues terrestres, alors c'est quelle sous-espèce qui vous concerne plus particulièrement? Eh bien, je suis concernée par presque toutes les sous-espèces d'ici aux Galapagos. Toutes les espèces ne sont pas ici, dans le centre d'élevage. Nous avons 4 espèces de tortues, l'une appartenant à l'île espagnole, à l'île Santiago, l'île de Santa Cruz et à l'île Pinson. Nous avons un autre centre d'élevage sur l'île Isabela, Puerto Villamil, où nous avons 2 espèces aussi, et à San Cristobal, avec l'espèce de San Cristobal. Donc on est au centre de reproduction des tortues de Villamil. Dans ce centre, il s'occupe uniquement des 2 sous-espèces de tortues des Galapagos qui occupent le sud de l'île. Et donc dans chacun de ces enclos qu'on a un petit peu autour de nous, des sous-populations de ces 2 sous-espèces sont conservées. El tiempo de periodo de copulación es de enero a mayo. Cette espèce de tortue, elle est capable de se porter très haut sur ses pattes, relever la tête. Et c'est une façon de pouvoir observer ce qui se passe autour d'elle. ¿No ves? Su nombre científico es Geochelone elephantupos. Donc son nom latin, c'est une femelle, ouais. Et une hembra. Es una hembra. Sí. Ouais, donc c'est bien une femelle. Et son nom latin, c'est Geochelone elephantopus. Ok, mira. Este es un huevo de tortuga. Ok, es un huevo trizado. Je le rappelle, ils pondent entre 20 et 24 œufs de cette taille-là par an. Este de aquí es un baby Ah, c'est un bébé. que tiene un mes de nacido. Ah, il a juste 1 mois, ce petit. Cuando la tortuguita nace con una yema amarilla que es alimentación de ellos durante un mes en la caja oscura. D'accord, donc là ici on a la cicatrice de l'ombilic qui fait la jonction avec le vitellus et il reste du vitellus, une réserve vitelline dans le ventre qui permet aux jeunes de s'alimenter pendant le premier mois. Et quand cette cicatrice est complètement fermée, le jeune, le bébé va commencer à se nourrir tout seul de matière végétale. El problema de esta tortuguita si está en la naturaleza, el problema enemigo de la tortuguita son las hormigas, las ratas y el gato. Et donc elles vont rester ici dans ces bacs protégés pendant 2 ans et après elles vont rentrer dans ce bac ouvert pendant 3 ans. Sí. Entonces, a los 5 años, libre, naturaleza. Et donc après 5 ans, comme on l'a dit, elles sont relâchées. Alors voilà, et ce qui est très intéressant chez cette tortue, c'est la forme de sa carapace, qui est vraiment où on voit que les écailles nuquelles sont très remontées. Et c'est
est interprétée comme un signe d'adaptation à des milieux très secs. Donc cette sous-espèce est origine de l'île d'Espagnola, qui est un peu au sud de l'archipel, qui est très très sèche. Et donc les tortues, au fil des millénaires, ont dû, pour s'adapter, rallonger un peu leur cou, entre guillemets, et aller chercher les végétaux de plus en plus haut. Et donc on pense que progressivement, il y a une déformation des écailles de la nuque qui s'est opérée. C'est vraiment cette forme de carapace, là, en forme de selle de cheval, qui a donné le nom à l'archipel Galapagos, puisque en espagnol, Galapago veut dire selle de cheval. Voilà, donc c'est une tortue qui fait partie des 2 plus grosses espèces de tortues terrestres au monde, puisque les gros individus peuvent atteindre 300 kg. Ici, on a probablement des animaux qui font de l'ordre de 220 kg. Donc 300 kg pour une longévité supérieure à 150 ans. On distingue très clairement une particularité de cette espèce par rapport à sa cousine des îles Seychelles, c'est qu'elle a les joues qui sont décolorées, qui sont blanches ou oranges. Et par ailleurs, elle a le chanfrein, le bout du museau qui est très plat, alors que la tortue des Seychelles a le museau qui est plutôt en pointe. À la station Charles Darwin, les animaux, dont certains approchent le siècle, sont plutôt conciliants au contact des visiteurs. Photo souvenir pour les touristes, cette démarche s'inscrit dans la campagne de sensibilisation des tortues des Galapagos. Alors les tortues, c'est vrai que c'est un groupe tout à fait particulier qui est inclassable à l'heure actuelle au sein des reptiles, aussi bien fossiles qu'actuels. À l'heure actuelle, on ne connaît pas encore l'histoire évolutive du groupe parce que, alors, il y a certains fossiles de tortues qui sont connus, mais il n'y a pas de fossiles qu'on appelle transitoires, c'est-à-dire des fossiles de pseudo-tortues qui montreraient une affinité avec d'autres groupes fossiles de reptiles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on observe le grand groupe des tortues qui était déjà bien diversifié à l'époque des dinosaures et puis même un petit peu avant, mais on n'arrive pas encore à rattacher ce grand groupe des tortues avec les autres reptiles aussi bien actuels que fossiles. Darwin était surpris de trouver, quand il a mis les pieds en fait, aux Galapagos, de trouver dans le paysage des véritables sentiers qui sont faits par les tortues, qui vont de la côte jusqu'aux sources en altitude. Et donc il suffisait entre guillemets à lui et son équipage, son équipe, de remonter les sentiers des tortues pour trouver de l'eau douce. Donc ce qui est remarquable sur une écaille de la carapace, on appelle ça des ostéodermes, ce sont ces fines stries qui sont plutôt visibles sur le bord en fait, des écailles quand l'animal est assez âgé. Et ces stries-là correspondent à ce qu'on appelle des lignes d'arrêt de croissance, un petit peu comme les cernes des arbres. À chaque période d'arrêt de croissance, l'écaille forme une ligne assez claire, assez visible, en surface et aussi en section. Ah, tu vois Samuel, on est dans un endroit très très intéressant. Les gens du parc national, par rapport aux plantes invasives, ont des plans de gestion. Et là, on voit une immense surface où tous les arbres sont morts. Donc c'est les cédrelles-là, c'est un arbre qui vient du Mexique. Et le moyen qu'ils ont pour tuer ces cédrelles-là, ils mettent des coups de machette tout autour. Ça détruit tous les vaisseaux conducteurs et l'arbre n'arrive plus à s'alimenter et il meurt. Et là, sur cette immense surface, ils ont tué tous les arbres. Du coup, la végétation spontanée va pouvoir reprendre. Au cours du temps qui est relativement court, le temps de colonisation des Galapagos, les gens ont plutôt introduit ce qu'il leur fallait pour survivre. Donc ils ont introduit des espèces pour construire, pour manger, pour se soigner, pour donner à manger au bétail par exemple, alors que maintenant ça a un petit peu changé, les gens veulent plus des plantes pour agrémenter leur jardin. On vient juste de lancer un petit livre qui s'appelle Siembrame en tu Jardín, qui est justement présente de façon simple à comprendre les 90 espèces de plantes natives et endémiques qui peuvent s'utiliser dans les jardins. Donc soit pour faire une haie, pour avoir de l'ombre ou simplement pour que ça soit agréable à voir. Donc ici on a réuni des plantes qui peuvent être des lianes, des arbustes, des arbres, différentes herbes, et toute l'information donc vient avec le nom commun, le nom latin,
un petit peu sur quelle île on peut cultiver cette plante, une petite description à quoi elle peut servir. Dans le parc d'El Château, les tortues sont en totale liberté et sous haute protection pour éviter la prédation. Les gardes surveillent et observent l'évolution de cette sous-espèce parmi les 11 recensées. Tous les travaux de la station Charles Darwin convergent vers la biodiversité. La gestion des plantes endémiques et invasives, le centre de reproduction des tortues, le contrôle des flux touristiques soumis à taxes qui font de l'écotourisme un maillon indispensable à la protection de l'archipel. Cette réserve naturelle exceptionnelle couvre 97% du territoire. Comment ne pas rappeler que l'archipel abrite, outre les tortues et les iguanes, 28 espèces d'oiseaux endémiques et une faune marine d'exception. L'expédition se termine à la ferme aux crocodiles de Pierrelatte avec le lâcher de 6 tortues géantes des Galapagos. La ferme a depuis plus de 10 ans ouvert son laboratoire aux scientifiques et parcouru le monde à la découverte des espèces menacées. Autant d'initiatives qui tissent des liens. Aujourd'hui, ce sont les autorités du centre Charles Darwin avec qui l'équipe a collaboré durant leur séjour. Les autorités ont été séduites par l'initiative française. Le bicentenaire de la naissance de Darwin, c'est aussi l'occasion pour la ferme aux crocodiles d'introduire une nouvelle espèce de tortue aux côtés des tortues géantes des Seychelles. Donc une autre espèce de tortue géante, les tortues géantes des Galapagos. L'idée était d'aller rencontrer les autorités du parc, voir dans quelle mesure on pouvait tisser des liens entre la ferme aux crocodiles et le parc national des Galapagos. Les tortues géantes des Galapagos sont une des 2 plus grosses espèces de tortues terrestres au monde. C'est une espèce qui est relativement menacée puisque, en fait, on distingue au sein de cette espèce 11 sous-espèces différentes qui ont chacune leurs caractéristiques génétiques et morphologiques propres. Et aujourd'hui, il n'en reste donc plus que 11 alors qu'il y a encore une centaine d'années, il y en avait 14. Ce sont des groupes qui sont relativement limités dans l'espace, donc répartis à différents endroits sur les différentes îles de l'archipel et qui, du fait de leur isolement et de la faiblesse des effectifs, sont fragiles. Et donc il est très important de maintenir cette diversité génétique au sein de ce groupe.